La première méthode qu'on va voir, c'est la méthode par régression, exactement la même méthode qu'on a vue au chapitre précédent, et ainsi la méthode qui est vue à la section 4.1.3 du livre de Bishop, pour ceux que ça intéresse. Donc l'idée ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va classifier les données en utilisant une approche comme on l'a vu. Donc le but, ça va être de prédire une valeur de cible qui est un nombre réel, et ensuite convertir ce nombre réel-là en une étiquette de classe, par exemple binaire, en utilisant un seuil. Donc, l'idée, c'est quoi? On avait vu au chapitre précédent que quand on fait de la régression, on a un modèle YW qui prend une valeur de X ici, qui est un vecteur en D dimensions, et qui retourne une certaine étiquette de classe ici, qui est également un réel. Donc, évidemment, ici, c'est une régression. Nous, notre but, c'est pas ça du tout. Notre but, c'est plutôt d'avoir, dans le cas, deux classes, la classe C1 et la classe C2, par exemple. Okay? Donc, comment on fait pour faire ça? Ben, on va faire en sorte que notre ensemble d'entraînement contienne une paire XN, TN, et TN va posséder ou bien la valeur 1.0 ou la valeur moins 1.0. Donc, une fois que le modèle va être entraîné, normalement, notre modèle va retourner la plupart du temps une valeur proche de 1.0 ou proche de moins 1.0, mais le modèle va retourner une valeur réelle et non pas une valeur binaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le modèle qu'on va avoir entraîné et lorsqu'on voudra que ce modèle-là fasse une prédiction binaire, on va prendre le modèle et on va le donner en entrée d'une fonction signe. Cette fonction signe-là retourne la classe C1 si Y de W X est supérieur à 0. Donc, si le score de la fonction est positif, je retourne la classe C1. Puis, sinon, je vais retourner la classe C2. Okay? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On a vu au chapitre précédent que si on fait une régression par moindre carré, on peut y aller avec un maximum de vraisemblance. Donc, le but, c'est de trouver les meilleurs paramètres W, tels que l'erreur quadratique que voici est minimisée. Ou encore avec une approche par maximum a posteriori, qui est ni plus ni moins la même chose, plus un terme ici de régularisation. Et on a vu que si on prend cette formulation-là ici, on la dérive par rapport à W, qu'on force le résultat à 0, et bien que le vecteur de paramètres ici optimal peut être obtenu par une inversion matricielle. Même chose pour le maximum a posteriori, où la solution est très similaire à un terme de régularisation près. Donc ça, ce sont deux solutions qui sont vraiment très simples, mais qui émettent l'hypothèse que les données issues de chacune des classes suivent une distribution gaussienne, ce qui, dans certains cas, peut être problématique. En voici un exemple. Donc, on a ici deux distributions associées à deux classes. Donc, la première ici, on voit qu'il y a une moyenne, et ça serait une espèce de gaussienne ici, que je pourrais représenter par les deux vecteurs propres que voici. Là, ici, j'aurai une autre gaussienne avec une matrice de variance-covariance et deux vecteurs propres, un vecteur propre ici, un vecteur propre là. Et on voit que le résultat ici est excellent, le résultat par moindre carré. Par contre, dans un cas non gaussien, donc ici on a une classe qui est gaussienne. Par contre, l'autre classe n'est pas gaussienne parce qu'il y a deux amas de points. Et cet autre amas de points-là ici, qui sont des données aberrantes ou des outliers, comme on dit en anglais, ben ces données-là ici, puisqu'ils ne sont pas gaussiennes, finissent par avoir une très grosse influence sur le modèle et le résultat de mon modèle que voici est visiblement sous-optimal, où il a été, on pourrait dire, corrompu par des données aberrantes. Bon, dans le cas à K-classe, on va faire une régression multiple comme on l'a vu à la fin du chapitre précédent. Comment on va faire ça? Ben, on va utiliser une approche qu'on dit de type one hot, c'est-à-dire que les étiquettes de classe, par exemple, si j'ai K égale à 5, ça veut dire que j'ai 5 étiquettes de classe possibles. Ben, la cible que je vais utiliser pour entraîner mon modèle sera un vecteur en 5 dimensions
où la vraie bonne classe, par exemple ici la classe 2, est associée à la valeur plus 1 et les autres classes seront associées à la valeur moins 1. Donc, c'est ce qu'on appelle un one-hot vector. Et donc, le modèle ici que je vais avoir, que je vais vouloir entraîner, celui-ci, non seulement va me retourner une étiquette de classe, mais va retourner un vecteur dont la dimension associée à la vraie bonne classe devrait être une valeur positive et les autres dimensions devraient être une valeur négative. Donc, une fonction ici qui retourne un vecteur, quand je suis dans un contexte linéaire, ben ça peut être obtenu comme ça ici avec une multiplication matricielle. Donc, matrice vecteur, W est maintenant une matrice, X c'est le vecteur habituel, et W c'est une matrice K par D. D c'est la dimensionnalité de X, et K c'est le nombre de classes. Donc, on peut voir que quand on regarde ça bien attentivement, la matrice W a une forme un peu particulière. Donc, par exemple, ici, dans un exemple concret, j'ai 3 classes, bleu, vert et rouge, et je veux savoir à quelle classe appartient le point 1.1 et moins 2.0. On suppose que le modèle est parfaitement bien entraîné et on a convergé vers la matrice que voici. Donc, j'ai tout ce que j'ai à faire, c'est une multiplication matrice-vecteur pour voir ce que ça donne. Et en fait, quand on regarde bien attentivement, on peut voir que chacune des lignes ici est en fait l'équation d'une droite associée à la classe bleu, vert et rouge. Et donc, si je prends l'équation de la première droite ici et que je la multiplie par le point qui est là, ben ça fait un produit scalaire associé à la première surface de classification, la surface de séparation. Même chose pour la deuxième, même chose pour la troisième. Donc, ça va me donner ni plus ni moins 3 scores, un score par classe. Donc, on voit que le score associé à la première classe est négatif. Le score associé à la deuxième classe est négatif aussi. Ça veut dire que je suis derrière la surface de séparation ici, derrière la surface de séparation verte. Par contre, je suis devant la surface de séparation rouge, ce qui m'indique que le point que je suis en train d'analyser devrait normalement être associé à la classe 2, parce que c'est la seule classe qui a une valeur qui est positive.